Bonjour à tous, merci de votre présence et bienvenue à cette sixième édition des Vendredis de l'eau, donc qui sont une série de webinaires destinés à faire des articulations entre eau, aménagement et urbanisme. Donc moi je suis Vincent Cadoré, donc responsable du pôle gestion intégrée au syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne. Et je suis avec Benjamin qui vient de prendre ses fonctions de chargé de mission eau, aménagement, urbanisme. Donc il succède à Daniel, que peut-être les uns les autres vous connaissiez. Donc n'hésitez pas à le solliciter par la suite. Ce matin, le sujet des milieux aquatiques et de la biodiversité, et en particulier les zones humides, qui est un sujet qui peut apparaître comme complexe, à la fois avec des enjeux locaux qui peuvent être liés au foncier, mais aussi des enjeux globaux sur la gestion de la ressource, l'adaptation au changement climatique, et aussi, bien sûr, ce sont des lieux qui abritent un grand patrimoine de biodiversité. Donc, vous le savez maintenant, ce format court d'une heure, articulé aujourd'hui autour de trois présentations. Donc, je tiens à remercier les intervenants d'avoir donné leur accord et de présenter ce matin. Donc, trois interventions. Donc, Claire Lemouzy qui nous fera une intervention sur donc, les zones humides et, en tant que telles et les dispositifs de cellules d'assistance technique pour les zones humides, puisque elle est aussi coordinatrice de l'intercathèse. Ensuite, une intervention de Mathieu Beaujard sur sur l'aspect plus réglementaire sur les zones humides et l'exemple de la plus-value du Sage-Vallée de la Garonne en la matière. Et enfin, un retour d'expérience avec le directeur et le vice-président du syndicat du Moron, qui est un syndicat qui est en rive droite de l'estuaire de la Gironde, côté Dordogne, donc qui nous fera un retour d'expérience sur la manière dont ils ont pu capitaliser la connaissance en matière de zones humides. Voilà, je vous propose de démarrer tout de suite avec donc Claire Lemouzy. Claire, je vous laisse la parole. Merci, merci à tous. Du coup, je fais défiler les diapos pour arriver, voilà, puisque vous avez tout dit à l'oral, pour arriver à ma présentation. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur les zones humides, enjeux de préservation. Alors, attendez, je manipule l'outil, c'est pour faire défiler les diapos, voilà. Est-ce que voilà, le partage fonctionne Ça bien? fonctionne, oui, tout à fait, Bon, ça défile bien. parfait. Donc, je me présente rapidement. Je suis directrice de la DASEA du Gers, qui est une association de protection de l'environnement qui travaille essentiellement avec les agriculteurs et les acteurs ruraux, parce qu'on travaille dans le département du Gers, où la majorité des gestionnaires d'espace sont des agriculteurs ou des acteurs comme les collectivités qui sont quand même très liés au monde rural. Nous avons la particularité de porter une cellule d'assistance technique aux gestionnaires de zones humides dans le département du Gers. Et je suis d'autre part donc coordinatrice de l'ensemble des cellules d'assistance technique du bassin Adour-Garonne. Donc je vais vous faire un petit focus sur cet outil qui est à disposition des gestionnaires et de tous les acteurs et partenaires du monde de l'eau et des zones humides. C'est un outil de proximité qui a été impulsé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne à partir des années 2000 pour maintenir et optimiser la gestion des zones humides fonctionnelles en mobilisant les acteurs locaux basés sur le volontariat des gestionnaires de zones humides, des gestionnaires directs. L'objectif, bien sûr, c'est de préserver ces milieux humides et d'encourager, de conforter les pratiques qui sont compatibles avec le maintien de la bonne fonctionnalité des zones humides dans le cadre du grand cycle de l'eau. Je pense que vous avez déjà eu un webinaire qui a porté là-dessus. Le moyen, donc, c'est de recruter, entre guillemets, des gestionnaires directs
de milieux humides, tout gestionnaire, hein, ça va du propriétaire d'une mare à une collectivité qui aurait un grand espace à gérer, et de proposer à ces gestionnaires d'intégrer un réseau et de s'engager à améliorer leurs pratiques à travers leur convention d'adhésion à ce réseau. En échange, ils reçoivent des conseils individuels et collectifs. Alors, c'est financé, oui, il faut que j'en parle parce que ça, c'est important. Donc, c'est financé évidemment par l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Ici, il n'apparaît que les logos côté Occitanie, puisque c'est cofinancé par la région Occitanie et l'Europe à travers le programme FEDER. Mais en Nouvelle-Aquitaine, il y a l'équivalent. C'est cofinancé par le conseil régional et pour certaines cellules d'assistance technique par le département. Nous sommes 17 cellules d'assistance technique dans le bassin Adour-Garonne. Donc on voit la carte, c'est quand même plutôt les têtes de bassin versant. Les montagnes sont bien couvertes. Côté littoral, on a quand même moins de cellules d'assistance technique, à part les Pyrénées-Atlantiques et le cas particulier des Landes. Alors, dans le département des Landes, on voit des tas de petits points au lieu d'une grande tâche. Là, la cellule d'assistance technique, c'est le conseil départemental qui s'occupe de milieux particuliers qui sont des lagunes. Voilà. Donc, on a différentes structures qui portent ces cellules. Il y a des associations comme les ADASEA, dans le Gers, l'Aveyron, le Tarn. Il y a une chambre, le Gers, l'Aveyron et le Lot. Il y a une chambre d'agriculture qui, dans le Tarn, il y a un PNR, le PNR Limousin. Il y a des antennes locales de conservatoires d'espaces naturels en Lozère, dans les Pyrénées-Atlantiques. Notamment, il y a des associations naturalistes comme Nature en Occitanie, l'ANACEN à Ariège, Rhizobium, etc. Voilà, on est assez varié et il y a 2 syndicats de rivière aussi, 2 syndicats GEMAPI qui ont qui ont développé une petite cellule d'assistance technique dans le Lot-Célé et sur le Vior. Voilà, donc on est des structures assez diverses qui avons toute la particularité d'avoir des compétences en animation territoriale et évidemment une expertise sur les zones humides. Nos adhérents, on regroupe, ça c'est les chiffres fin 2024, plus de 2000 adhérents, donc gestionnaires de zones humides, qui assurent tous ensemble la gestion de plus de 10 000 hectares de milieux humides. Voilà. Les missions communes à toutes nos cellules, donc c'est centré évidemment sur le réseau de gestionnaires de zones humides. Derrière, on leur apporte du conseil technique individuel, diagnostic, plan de gestion de leur milieu humide, appui à la restauration, recherche de financement, animation foncière, enfin c'est très varié. Les services qu'on peut leur apporter, l'objectif est de les accompagner, de faire le point sur les moyens qu'ils ont, sur l'état de conservation de leur milieu humide et les accompagner pour que le milieu humide soit préservé et fonctionne au mieux. Il y a une animation collective du réseau avec des journées techniques, des journées d'échange, etc. On fait évidemment de la promotion, on est chargé de faire de la promotion des zones humides auprès notamment d'un maximum de partenaires, mais aussi auprès du grand public. Il y a des missions d'amélioration des connaissances, puisque voilà, on va faire des diagnostics au plus près, donc en même temps, on améliore les connaissances sur les milieux humides sur chacun de nos territoires. On réalise certaines actions innovantes, ça dépend de la particularité de certains territoires en termes d'amélioration des connaissances, de suivi, d'expérimentation, de restauration, par exemple. Il y a l'aspect coordination qui est très important, notamment, on travaille en partenariat à travers des conventions avec les structures GEMAPI, des collectivités,
de chasse, les filets de pêche, les acteurs du bois, etc. Tout dépend des territoires et des acteurs qu'on a sur place. Et on a aussi des comités de pilotage. Voilà un petit peu. Et on apporte aussi du conseil technique aux collectivités. Ce conseil technique est limité à de l'émergence de projets. Après, quand on rentre dans un grand projet, par exemple, de restauration, là, on rentre dans le champ concurrentiel et donc ce n'est plus la cellule d'assistance technique elle-même qui porte son appui, mais en tout cas, elle peut apporter son appui pour l'émergence. Voilà, j'en reviens au thème demandé, qui est qu'est-ce qu'un milieu humide? Alors, je ne parle pas uniquement de zone humide, vous l'avez compris depuis tout à l'heure. On accompagne les gestionnaires de tous les milieux humides. Mathieu Beaujard, derrière moi, va rappeler la réglementation stricte au niveau français de la zone humide. Au niveau fonctionnel, au niveau du changement climatique, etc. C'est vraiment l'ensemble des milieux humides qui sont intéressants à préserver. Alors, j'ai quand même mis la définition un petit peu globale. On entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. Et la végétation, quand elle existe, il est dominé par des plantes hygrophiles, donc qui aiment l'eau, hygrophiles, c'est des grands mots, pendant au moins une partie de l'année. Un petit schéma hein, de l'amont à l'aval, des montagnes à la rivière, de l'ensemble des zones humides qu'on trouve dans notre bassin. Donc en montagne, on a beaucoup de milieux tourbeux, notamment. Des lacs d'altitude, des prairies humides déjà aussi. Dans l'intermédiaire, on a beaucoup de mares, de prairies, on a tout ce qui est forêt, boisements alluviaux, bras morts le long des cours d'eau, prairies alluviales, tout ce qui est prairies humides, prairies inondables. Et plus près du littoral, évidemment, on a les grandes zones humides littorales, marais salants, marais lagunes. Voilà, je vous ai mis en dessous de cette photo, vous avez un petit la référence dont est extraite ce petit schéma. Et derrière, il y a un petit film sur les zones humides qui est très didactique et très intéressant à regarder. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais il permet d'identifier chaque zone humide et sa fonction. C'est assez intéressant. En images, hein, un petit peu en vrac, des tourbières. Donc, on trouve effectivement en montagne et en milieu ouvert souvent, mais on a aussi beaucoup de tourbières plus près du littoral, par exemple dans les Landes, dans le département des Landes, notamment en Gironde. On a beaucoup de tourbières de plaine, entre guillemets, et souvent forestières. Les marais étangs, alors ce sont des milieux aquatiques au titre de la loi française, mais au titre, c'est reconnu comme des milieux humides, au titre notamment de la Convention internationale Ramsar. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en queue d'étang, en périphérie, etc., se développent aussi des milieux humides, des boisements, des prairies, qui relèvent bien de la réglementation. On a des landes humides, les marais littoraux, les boisements alluviaux et les boisements humides, les prairies humides avec différents faciès. Et généralement, dans toutes les zones inondables et en bord de rivières, on a à la fois des boisements alluviaux et des prairies inondables qui sont intéressantes en termes de milieux humides. Et puis, il ne faut pas oublier tous les micro-zones humides, milieux humides, tout ce qui est ornières, fossés, etc., qui peuplent tous nos territoires. Elles ont tout en commun, ces zones humides, de fonctionner comme des éponges. C'est des milieux qui accumulent de l'eau pendant les périodes pluvieuses, qui limitent ainsi les inondations, qui stockent l'eau et la relarguent en période sèche, limitant ainsi les phénomènes d'étiage. Ce faisant, ils jouent aussi le rôle de filtre
pompant les substances entraînées par l'eau plus ou moins indésirables. À ces services environnementaux de gestion de l'eau se rajoutent des fonctions de réservoir et de corridor pour la biodiversité, puisque ces milieux sont assez spécifiques de par la présence de l'eau et présentent une richesse particulièrement forte en espèces, en biodiversité. Et comme souvent, ils sont le long des rivières, des cours d'eau, etc., ils forment des corridors pour, en termes de trame verte et bleue. Et enfin, face au changement climatique, et au vu de toutes ces fonctions, les zones humides jouent évidemment un rôle essentiel. Un petit peu plus détaillé, les 4 fonctions qu'elles peuvent jouer directement vis-à-vis de la gestion de l'eau, c'est l'écrêtage des crues, pour tout ce qui est boisement et prairies alluviales, réduction du ruissellement pour tout ce qui est zones humides placées, positionnées dans les têtes de bassins versants notamment, dépollution, on a vu le rôle de filtre, soutien d'étiage et d'autres fonctions face au changement climatique, le stockage de carbone, la biodiversité, évidemment, la production, puisque c'est des zones riches en eau où la végétation pousse fortement, et donc tout ce qui est notamment prairies inondables, prairies humides, fournissent beaucoup de fourrage. Et un effet de climatiseur, puisque zone humide, elle garde de l'eau plus longtemps, donc elle joue face au changement climatique. C'est un petit rôle dont on ne parle pas beaucoup, mais qui, à l'avenir, peut-être sera intéressant de regarder de plus près. Donc, conserver des zones humides fonctionnelles, c'est un co-bénéfice biodiversité et climat. Voilà, un petit schéma un petit peu comme l'autre pour résumer un petit peu ces différentes fonctions et les positionner vis-à-vis de nos usages. Au niveau biodiversité, on m'a demandé de faire un petit focus sur les biodiversités. Donc, ces milieux humides abritent un très grand nombre d'espèces animales et végétales parce qu'ils font appel, enfin, ils sont liés à des conditions abiotiques de sol, de présence d'eau, de salinité, de relief très variés. Donc, on a des espèces très variées aussi et qui montrent des adaptations très particulières. Donc, on a des espèces, beaucoup d'espèces endémiques dans ces milieux-là qui ne vivent que dans ces milieux humides. Ils ne couvrent ces milieux humides que 6,4% de la surface des continents, mais ils hébergent 12 à 15% des espèces animales de la planète, dont notamment 30 à 40% des vertébrés et 100% par exemple des amphibiens. Donc une forte responsabilité par rapport à ces espèces-là. On a aussi en France 30% des espèces végétales remarquables et menacées qui vivent dans ces milieux humides et environ 50% des espèces d'oiseaux dépendent de ces zones. Bon, en image très rapidement, des amphibiens qu'on a sur notre territoire Garonne, le triton marbré dans les différentes mares des coteaux, le crapaud calémite qui apprécie tout particulièrement les inondations de printemps dans les vallées alluviales et qui va aller pondre aussi bien dans les prairies humides que dans les champs, mais évidemment l'avenir de la ponte c'est surtout dans les prairies humides. On a tout ce qui est, j'ai illustré juste tout ce qui est libellule, qui est fortement lié à tous ces milieux humides. Des oiseaux, un grand nombre d'oiseaux, beaucoup de végétation, beaucoup d'insectes, donc beaucoup de prédateurs d'insectes. J'ai mis aussi le cuivré des marais qui est assez emblématique puisque c'est une espèce d'intérêt communautaire qui vit exclusivement dans les prairies inondables. En flore, bon, voilà, quelques espèces emblématiques. On a la jacinthe de Rome qui est inféodée aux prairies inondables méridionales.
donc évidemment qui est une espèce protégée au niveau français parce qu'elle est dans une situation peu commune. Elle aime les prairies en situation chaude mais humide. L'Orchis lactiflora, l'iris des marais, ça c'est un petit peu pour illustrer le foisonnement qu'on peut avoir dans ces zones-là. Il y en a bien d'autres, mais on n'a pas le temps de tout passer. Les engagements de la France relatifs à ces milieux humides, juste un chiffre que j'ai pas mis là, mais le dernier point sur les indicateurs de la biodiversité de l'Office national de la biodiversité a fait remonter que seulement 6% des écosystèmes remarquables humides en France sont dans un état de conservation favorable. Donc évidemment, c'est pas beaucoup. Donc je vous invite, je le mettrai dans le chat, je vous mettrai le lien vers cet observatoire national de la biodiversité. Donc au niveau français, la France a signé la convention de Ramsar, du traité Ramsar qui s'engage à préserver les zones humides au niveau international en 1971. Enfin, elle a signé la convention et ratifié le traité en 1986. À ce titre-là, elle a mis en place 55 sites qui s'étendent sur plus de 3,5 millions d'hectares en métropole et en outre-mer. Il y a peu de sites dans le bassin Garonne qui nous intéresse. Donc voilà, c'est quelque chose, une piste peut-être pour la suite. On a au niveau français plan national des milieux humides. On en est au 4e plan qui s'inscrit dans la stratégie nationale de la biodiversité et que vous pouvez consulter sur le site le portail national des milieux humides géré par l'OFB, où 31 actions sont à mettre en œuvre entre 2026, 22 et 26. Et enfin, évidemment, les agences de l'eau se sont toutes engagées en faveur des zones humides très fortement. L'agence de l'eau à Dour-Garonne a édité un petit plan et il y a un petit fascicule sur ces engagements en termes de préservation des zones humides. Et voilà, j'en ai fini avec mon intervention. Merci beaucoup Claire pour ce panorama à la fois donc des acteurs centraux que sont les 4 ZH et puis du coup le panorama sur les types de zones humides, leurs caractéristiques, leur rôle. On voit que c'est très riche et ce que je retiens aussi de votre intervention, c'est que voilà, il y a cette notion de réseau des zones humides et de mise en réseau des milieux, trame verte et bleue que les acteurs de l'aménagement connaissent bien, qui est quelque chose qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Ce que je vous propose là, c'est qu'on fera passer, j'ai vu aussi dans la conversation avec le webinaire, le replay, les supports, on fera passer un listing de ces cathèses qui peuvent sûrement être d'un bon appui pour les porteurs de documents d'urbanisme notamment. Je passe la parole à Mathieu Beaujard, donc, qui va du coup nous éclairer sur plus les aspects réglementaires et comment l'outil schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut permettre de monter d'un cran dans la protection de ces milieux. Oui, bonjour à tous. Donc Mathieu Beaujard, donc je suis le responsable du pôle milieu aquatique et biodiversité au SMEAG. Donc je vais vous présenter les plus-values du sage et des sages en général sur la préservation et la valorisation des zones humides. Donc le SMEAG avant tout, donc c'est voilà, un syndicat type PTB qui travaille à l'échelle de la Garonne, qui regroupe 2 régions et 4 départements. On travaille voilà, sur l'équilibre de la Garonne au sens global, sur le grand cycle de l'eau. On a une démarche en cours pour intégrer des nouvelles collectivités, donc 3 départements supplémentaires, notamment donc l'Ariège, le Gers et les Hautes-Pyrénées, avec pour ambition de devenir d'être labellisé EPTB, donc l'établissement public territorial de bassin.
Les missions principales, donc, c'est la gestion équilibrée de la ressource de la Garonne, la gestion et la préservation de la biodiversité, et également on travaille sur la partie inondation, notamment dans le cadre du futur EPTB où cette mission devrait prendre plus d'importance. Donc on travaille sur différentes politiques à l'échelle du bassin, notamment le Sage Vallée de la Garonne et l'Intersage, donc ça j'y reviendrai en suivant. On travaille aussi sur le plan de gestion étiage qui permet de mettre un dispositif de soutien d'étiage de la Garonne, notamment en période estivale pour soutenir les débits naturels avec des lâchers d'eau à partir des réserves pyrénéennes. Et on travaille sur la partie biodiversité avec Natura 2000 et les poissons migrateurs sur lesquels je vais revenir très rapidement en suivant. Et les inondations, puisqu'on est aussi animateur d'un PAPI sur la Garonne girondine. Sur la partie donc milieu aquatique et biodiversité, il est important de faire le lien entre les différentes politiques portées par le SMEAG. Donc on est animateur Natura 2000, qui est un dispositif européen de préservation et de restauration des sites naturels. Donc l'ensemble de la Garonne est classé Natura 2000, donc de ses sources en Espagne jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Donc nous, on est animateur de la partie Nouvelle-Aquitaine en bleu sur la carte depuis 2014 et on est animateur depuis 2018 sur la partie Occitanie, donc ce qui fait de nous le coordinateur Natura 2000 à l'échelle du bassin, donc de la Garonne, et avec aussi des affluents en Ariège et la Neste dans les Hautes-Pyrénées. On est aussi animateur du groupe migrateur Garonne, donc sur tout ce qui est poissons migrateurs, puisque le complexe Garonne-Dordogne, oui c'est ça, est le dernier complexe à accueillir les 8 poissons migrateurs amphioxylins d'Europe. Donc voilà, ça fait le lien aussi avec Natura 2000, puisque la majorité de ces espèces sont d'intérêt communautaire. Et pour finir sur cette diapositive, c'est de dire aussi que donc Natura 2000 permet de travailler sur la préservation et la restauration des habitats d'intérêt communautaire qui sont pour la plupart des zones humides et donc nécessitent, comme ça a été présenté par Claire, la nécessité de préserver ces milieux de par les nombreuses fonctions qu'elles nous rendent. Et donc pour cela, on a un outil, donc le Sage Vallée de la Garonne, schéma d'aménagement de gestion des eaux, constitué de plusieurs documents, j'y reviendrai juste après, avec un plan d'action, un plan d'aménagement de gestion durable, donc le PAGD, qui est composé de 110 dispositions, et également d'un règlement qui est composé pour le Sage Vallée de la Garonne de 2 règles. Donc la règle zone humide sur laquelle je vais revenir et aussi une règle pour limiter les risques de ruissellement. Donc sur la portée juridique des sages, donc on a le rapport de conformité avec le règlement, donc un rapport important en termes, une plus-value importante et une réglementation stricte sur la base des 2 règles pour notamment tout ce qui est les décisions administratives dans le domaine de l'eau et aussi par exemple pour tout ce qui est dossier d'aménagement en lien avec les nomenclatures IOTA et ICPE. Donc voilà, on est consulté, nous, depuis que le SAGE est approuvé en 2020, on est sollicité sur à minima les dossiers d'autorisation d'aménagement pour donner un avis au titre du SAGE et voir si justement ces projets sont conformes à la règle zone humide que je vais vous présenter en suivant. Et après, on a la partie le PAGD du coup, où là on a un rapport plus de compatibilité, notamment pour les documents d'urbanisme, donc notamment au travers du SCOT intégrateur qui, s'il existe, doit être compatible avec le PAGD, et donc globalement compatible avec les 110 dispositions du SAGE. Et par effet domino, des PLUI et cartes communales qui, eux, doivent être compatibles avec le SCOT. À défaut, s'il n'y a pas de SCOT approuvé, donc on a 9 SCOT à l'échelle du Sage Vallée de la Garonne, s'il n'y a pas de SCOT approuvé, les PLUI et cartes communales doivent être compatibles directement avec le PAGD, et donc les 110 dispositions du SAGE. Une actualité récente avec le décret SAGE qui est paru le 2 décembre 2024, qui renforce la portée juridique des SAGE, notamment pour les documents d'urbanisme. Donc là, j'ai sélectionné quelques items qui concernent spécifiquement les documents d'urbanisme. Donc avec l'apparition de ce décret maintenant, dans le cadre des commissions locales de l'eau, qui sont les parlements de l'eau mis en place à l'échelle des SAGE, qui regroupent usagers, collectivités et associations notamment, il faudra qu'il y ait un représentant des SCOT au sein de la clé. Il y aura également une note expliquant comment intégrer les enjeux du SAGE dans les documents d'urbanisme, note qui sera intégrée dans les annexes des PLUI.
On a la plus-value la plus forte, c'est l'intégration des zones humides identifiées dans le cadre du règlement des sages, qui devront être intégrées au règlement des PLUI. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire que sur les PLUI les nouveaux PLUI devront intégrer cette carte des zones humides que je vais vous présenter en suivant pour s'assurer de leur préservation. Et une dernière, c'est le sage sont ajoutés donc aux portées à connaissance réalisées par l'État, donc notamment au niveau des DDT. Au niveau du sage Vallée de la Garonne, on était relativement identifié par les services instructeurs, donc on est déjà associé à ces portées à connaissance. Mais maintenant, il y a une obligation des services de l'État de nous associer pour ces portées à connaissance, pour notamment transmettre toutes les données à prendre en compte dans les documents d'urbanisme, comme les zones humides, mais pas uniquement, hein. Ça peut être l'espace de mobilité de la Garonne, par exemple, ou d'autres données disponibles. Le volet zone humide du sage Vallée de la Garonne, c'est un volet qui avait été défini comme prioritaire par la commission locale de l'eau dans le cadre de l'élaboration du cadre stratégique, donc avant 2019. Donc c'est une thématique transversale, on l'a vu avec la présentation de Claire, hein, puisque ça touche aussi bien à la biodiversité, à la ressource en eau, contribue aux enjeux inondations et au changement climatique également. Ce volet est mis en œuvre depuis 2013 avec des actions notamment d'amélioration de la connaissance. Bon, j'y reviendrai juste après, hein, sur l'importance de bien connaître les zones humides et de capitaliser l'ensemble des données existantes à l'échelle du bassin. On mène depuis 2023 ces travaux-là d'amélioration de la connaissance et on fait de l'animation dans le cadre des commissions géographiques qui ont été mises en place avant même l'approbation du sage, puisqu'il y a des actions qui avaient été menées sur la thématique zone humide dès 2019. Pour compléter la présentation de Claire sur la partie juridique de qu'est-ce qu'une zone humide au sens réglementaire, donc je ne reviens pas sur la définition générale du Code de l'environnement qui a été présentée par Claire. Ce qui est important à savoir, c'est que pour déterminer si une zone est humide au sens réglementaire, on peut s'appuyer sur deux critères. La partie sol hydromorphe, c'est-à-dire si le sol est caractéristique d'un sol qui accumule de l'eau une bonne partie de l'année, ou si on a la présence d'espèces hygrophiles, donc des plantes typiques des zones humides. Donc pour cela, on s'appuie sur un arrêté de 2008 qui a été modifié en 2009, qui spécifie notamment tous les habitats appelés grand H, c'est-à-dire des habitats qui, comme par exemple des roselières ou des prairies humides, qui de fait de leur association végétale sont des zones humides au sens réglementaire. Ça, c'est ce qui est le plus simple à faire quand on va sur le terrain pour déterminer si c'est une zone humide ou pas. Après, il y a d'autres habitats qui sont propartés, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment juste avec les habitats présents si ce sont des zones humides ou pas, qui demandent de faire des expertises complémentaires. Donc soit faire des inventaires de toutes les espèces végétales présentes et par une méthodologie, notamment par leur recouvrement, déterminer si c'est une zone humide ou non, ou alors faire des sondages ou faire des sondages pédologiques. On est bien sur un critère alternatif, hein, c'est-à-dire qu'on peut déterminer si une parcelle est humide via donc, ces sondages pour vérifier l'hydromorphie du sol ou la présence des espèces hygrophiles. Je n'y reviens pas plus loin, donc juste une petite attention pour dire que les cours d'eau, les plans d'eau, les canaux, toutes les zones en eau en fait qui présentent pas forcément de végétation ne sont pas considérées comme des zones humides au sens réglementaire. Donc sur la base de données de connaissances au niveau du sage, donc on a travaillé avant 2019 à capitaliser toutes les données zones humides qui existaient à l'échelle du sage. Donc on s'est appuyé notamment sur les inventaires départementaux qui existaient lorsqu'ils existaient, notamment sur la Haute-Garonne, le Tarn et Garonne. Et sur les autres départements, on a récupéré d'autres données où on a même réalisé des inventaires zones humides dans le cadre de l'élaboration du sage. Donc au final, on arrive sur le périmètre du sage à 4261 zones humides identifiées, donc zones humides qui sont portées au niveau réglementaire via la règle zone humide, avec une dominance de boisements alluviaux et ripisylves et également une bonne présence de prairies humides. Donc toute cette typologie de zones humides sont référencées dans le guide zone humide, hein, donc on vous met le lien.
Ces typologies sont variables effectivement, qu'on soit en amont avec la présence de tourbières ou un peu plus en aval avec la présence de roselières et puis tout en aval au côté girondine avec des landes humides par exemple. Voilà, donc il y a un travail qui a été fait sur l'amélioration de la connaissance de ces zones humides qui est un préalable, hein, bien sûr, pour les préserver. Donc pour aller rapidement sur les dispositions du SAGE en lien avec les zones humides, donc il y a 8 dispositions réparties en 3 objectifs généraux. Donc il y a des dispositions plutôt sur la gestion. Donc là, on retrouve notamment la disposition 1.14 pour définir des stratégies zones humides à l'échelle des commissions géographiques. Il y a également la disposition 1.13 sur la définition des principes de gestion des zones humides, dans lequel notamment est cité le guide zone humide retour d'expérience qui a été publié en 2019 et qui permet de recenser l'ensemble des actions, enfin l'ensemble, des actions qui ont été menées à l'échelle de la vallée de la Garonne, des actions concrètes de restauration des milieux humides portées par différents acteurs. On a aussi 3 dispositions plutôt réglementaires, notamment la disposition 3.7 sur la préservation des zones humides, hein, c'est la disposition sur laquelle s'appuie la règle de préservation des zones humides. Et on a également la fameuse disposition de l'intégration, la 3.6, sur l'intégration des enjeux zones humides dans les documents d'urbanisme, voilà, qui est donc celle qui, voilà, entre guillemets, conseille et préconise l'intégration de ces zones humides dans les documents d'urbanisme, notamment les SCOT et les PLUI. Et enfin, on a 2 dispositions sur la partie communication, notamment une disposition, la 4.7 sur la 4.8, pardon, sur l'analyse économique des services rendus par les zones humides, donc une étude que l'on souhaite mener cette année et qui permettra de mettre en avant justement ces services rendus qui ont été présentés par Claire Lemouzy au préalable. La règle zone humide, hein, qui est la plus-value la plus forte du SAGE, c'est l'objectif, c'est d'interdire en fait la destruction des zones humides qui ont été identifiées donc avant 2019 dans le cadre du SAGE. Le périmètre, donc c'est bien ces zones humides-là qui ont été portées à enquête publique en 2019. Donc il y a une possibilité, donc on est bien sur un porté à connaissance, c'est-à-dire que ce ne sont pas des zones humides au sens réglementaire à la base, mais voilà, il y a une portée juridique apportée par cette règle dans le cadre du SAGE, et il y a une possibilité aux porteurs de projet d'infirmer le caractère humide de la zone dans le cadre des dossiers d'aménagement. Mais charge voilà, aux pétitionnaires de le démontrer. Et il y a également un cadre dérogatoire qui peut permettre, entre guillemets, de mener des projets qui pourraient impacter les zones humides identifiées dans le cadre du SAGE. Donc, c'est notamment tout ce qui est dossier d'intérêt général ou d'utilité publique, tout ce qui est dossier qui concerne aussi les infrastructures liées à l'eau potable ou à l'assainissement, par exemple. Voici la carte des zones humides réglementaires à l'échelle du SAGE Vallée de la Garonne. Donc elle est disponible sur l'Observatoire Garonne. Donc pareil, hein, il y a les liens qui vous seront transmis. Donc ce qui est intéressant, c'est que les données sont directement téléchargeables via l'interface de l'Observatoire. Et donc permet à n'importe qui voilà, de télécharger la donnée et avoir accès à cette connaissance. En complément sur la partie zone humide, on est en train de mener un stage de 6 mois pour justement travailler sur l'évaluation de la règle zone humide pour apporter des nouveaux indicateurs de suivi de cette règle, notamment avec l'objectif futur de révision du SAGE pour améliorer toujours le dispositif et améliorer cette protection. Il y a dans le cadre de ce stage aussi l'intérêt d'améliorer et de capitaliser la connaissance, donc des données zones humides qui existent, notamment dans l'instruction des dossiers réglementaires que l'on voit passer, où la donnée n'est pas forcément capitalisée au sein de la base de données à Dour-Garonne. Donc là, on a vraiment un rôle d'interface pour faire remonter cette donnée-là et qu'elle soit bien prise en compte pour le futur, et notamment pour les documents d'urbanisme. Et on a aussi dans ce cadre de ce dossier l'objectif de mettre en place une doctrine partagée avec les services de l'État pour améliorer justement la prise en compte des zones humides et donc mieux les préserver dans les dossiers d'aménagement. Pour finir, une approche intersage qui est menée et portée par le SMEAG. Donc sur le Grand Bassin Garonne, la commission territoriale, on a 8 sages limitrophes.
Vous avez en vert les sages approuvés, donc dont le sage Vallée de la Garonne, mais il y a aussi le sage Herse-Morgiroux, le sage Giron, sage Nappe Profonde, le sage Estuaire, exporté par le SMID-Est. Voilà, ça c'est les sages approuvés. Il y a d'autres sages qui sont en cours d'élaboration, notamment sur les bassins versants pyrénéens-ariégeois et sur la partie d'Est et rivières de Gascogne. Donc on approche voilà, cette partie intersage pour avoir une cohérence des politiques menées à une échelle plus large sur la partie zone humide, mais pas uniquement zone humide. L'exemple, par exemple, qui a été mené sur le travail de la définition de stratégie zone humide à l'échelle du projet de territoire Garonne-Amont porté par le département de la Haute-Garonne, où on a travaillé avec le sage bassin versant pyrénéen-ariégeoise et d'Est et rivières de Gascogne pour définir une stratégie commune sur ce territoire du PTGA. On a aussi l'exemple du sage d'Est et rivières de Gascogne, où on suit les travaux qui sont menés sur les zones humides avec des inventaires qui sont en cours pour compléter les zones humides effectives sur leur territoire. Il y a déjà des zones humides potentielles qui ont été définies et qui sont disponibles, qui peuvent être par exemple des secteurs intéressants pour les documents d'urbanisme sur lesquels se baser pour potentiellement réaliser des inventaires complémentaires, notamment sur les secteurs qui seraient définis comme à urbaniser. Voilà, c'est quelque chose qui est notamment repris en compte aussi dans la disposition 3.6 du Sage Vallée de la Garonne, de dire que les documents d'urbanisme, on encourage les porteurs les collectivités qui mettent en place des documents d'urbanisme à réaliser des inventaires plus précis, notamment sur ces secteurs qui pourraient être définis à urbaniser. L'idée, c'est que la démarche PTB puisse justement consolider cette approche intersage et optimiser les échanges sur cette thématique, entre autres, zone humide à l'échelle du grand bassin. Pour finir, un petit focus sur le volet communication et sensibilisation. Donc, dans le cadre du SAGE, on organise régulièrement des journées techniques à l'attention des acteurs du territoire, notamment une journée technique qui avait eu lieu en 2022, où les acteurs de l'urbanisme avaient été conviés à cette journée qui avait eu lieu à Saint-Nicolas-de-la-Grave. On avait fait une présentation en salle le matin avec plusieurs intervenants et l'après-midi une sortie terrain sur le site du pont de Bioul géré par le département du Tarn-et-Garonne. Et on a un petit focus sur la maquette zone humide qui a été élaborée en 2024, que l'on peut mettre à disposition des acteurs pour communiquer, sensibiliser les acteurs sur les zones humides et les fonctions liées aux zones humides. On vous mettra aussi un lien avec la vidéo de présentation de la maquette et qui pourrait être utilisée pour sensibiliser, pourquoi pas, des élus également. Voilà pour la présentation très synthétique. J'espère que j'ai respecté le temps. Merci Mathieu. Du coup, Et à votre disposition. j'allais dire presque sans transition. Donc là, vous avez la démarche à l'échelle d'un sage à une échelle importante qui est celui de la Garonne et la nécessité de travailler à l'échelle des bassins versants. Donc je vais passer la parole à Sébastien Nice, qui est directeur du syndicat du Moron, et on aura aussi un témoignage du vice-président du syndicat, donc sur la démarche qui a été conduite pour améliorer la connaissance sur les zones humides et faire le lien avec le PLUI. Bref, Sébastien, je vous laisse la parole. Un syndicat de gestion de bassins versants situé en rive droite de la Dordogne et de l'estuaire de la Gironde. Je vais donc vous présenter un retour d'expérience sur une démarche d'inventaire de zones humides que l'on a menée sur la période de 2020 à 2024. Et puis cette présentation à deux voix sera conclue par Raymond Rodriguez, qui est vice-président du syndicat et qui vous donnera ses impressions d'élus sur la démarche. Alors, juste pour resituer le contexte, vous avez sur cette diapositive notre territoire d'intervention qui comprend aujourd'hui 58 communes. À l'époque où on a lancé la démarche, le territoire était un peu plus restreint, faisait 53 communes. Et en termes de gestion de bassins versants, nous intervenons sur 9 bassins versants. Ce qui nous fait, en termes de surface, voilà, on est proche des 40 000 hectares.
Et nous intervenons pour 4 communautés de communes, la communauté de communes du Grand Cubzaguais, de Blaye, Latitude Nord-Gironde et celle du Front-Sadet. Et pour précision, le syndicat a uniquement la compétence GEMA, gestion des milieux aquatiques. Donc en 2020, lorsqu'on a initié la démarche, le syndicat était en pleine restructuration. Ce qui nous a amené à d'abord travailler une stratégie avec les élus pour définir les grandes orientations et les objectifs. Et donc là, vous avez le document qui en découle, avec en objectif numéro 6, la volonté d'inventorier et de cartographier les zones humides sur le territoire. Et en objectif 8, je dirais c'est le corollaire qui vise à préserver, acquérir notamment une partie de ces zones humides pour mieux les protéger. Alors concrètement, au niveau de la démarche, alors ce qui nous a amené à discuter de l'intérêt de préserver les zones humides et de lancer cet appel d'offres qui, à l'échelle du syndicat, était conséquent. Nous sommes partis voilà, au départ de ces schémas qui sont très théoriques, mais qui permettent aux non-initiés de comprendre l'intérêt des zones humides. Donc vous avez sur l'illustration en haut à gauche la situation de ce qui peut se produire sur une période de pluie intense sur un territoire dépourvu de zones humides, en tout cas de zones humides dégradées. Donc la conséquence, c'est un ruissellement qui s'intensifie et une réaction des cours d'eau très courte avec donc des débordements qui se manifestent très tôt. A contrario, si vous regardez le schéma en bas à gauche, avec et bien évidemment, toutes ces zones humides vont limiter donc l'effet inondation en aval. Autre situation, en période d'étiage, donc vous avez en haut à droite ce qui peut se produire sur un territoire donc dépourvu de zones humides en période estivale. Et à contrario, le fait d'avoir une mosaïque de zones humides, ça permet, ça a été expliqué sur les précédentes présentations, mais de restituer l'eau lentement et de venir en soutien de l'étiage des cours d'eau. Donc il y a vraiment un double intérêt à préserver ces zones humides. Et puis voilà des situations auxquelles nous sommes régulièrement confrontés en période de pluie. Donc toutes les images que vous avez à l'écran, alors sont pas uniquement, pour être honnête, sont pas uniquement liées à la dégradation de zones humides, mais à une accumulation de soit dégradation de zones humides, disparition de zones humides, d'urbanisation ou de modification des cours d'eau. Mais dans tous les cas de figure, des actions anthropiques ont été menées et ont généré ces situations. Autre facteur donc, qui nous a amené vraiment à nous pencher sur l'intérêt de préserver les zones humides, voilà, c'est cette situation en période d'étiage sur nos cours d'eau. Donc là, vous avez le cours d'eau du Moron, qui est notre cours d'eau principal sur notre territoire. Vous avez à gauche une photo prise en avril 2020, juste après une situation de crue. D'ailleurs, on arrive à voir sur la photo que l'imageur est encore en eau. Et puis, vous voyez, quelques mois après, en août 2020, le cours d'eau complètement en situation d'assec, qui traduit véritablement un gros dysfonctionnement, et ça, on le constate sur d'autres cours d'eau de notre territoire. On risque d'avoir une baisse des débits d'étiage de l'ordre de 10 à 40%. Il nous semblait vraiment urgent d'agir sur notre territoire et de préserver les zones humides. Alors maintenant, concrètement, donc, tous ces éléments ont permis de convaincre les élus du syndicat et de nous engager dans une démarche. Donc, nous avons engagé un appel d'offres pour une étude qui a duré 4 ans, de 2021 à 2024. Et l'étude s'est déroulée en 2 étapes. Alors, d'abord, là, vous avez différentes modélisations qui localisent les zones humides potentielles
puis ensuite une deuxième étape de terrain qui vise à confirmer, pas confirmer ou infirmer, la présence de zones humides, alors soit par des inventaires floristiques, soit par des inventaires pédologiques. Et vous avez évidemment un arrêté, celui de 2008, qui précise les conditions qui permettent de délimiter concrètement les zones humides. Donc nous avons fait ce travail sur 4 secteurs, puisque pour couvrir à l'époque les 53 communes du territoire, il a fallu découper ce travail en 4 secteurs correspondant à chacune une année de travail. Maintenant, en termes de résultats, alors je vais vous présenter les livrables. Donc, ce que nous avions commandé au lancement de cette étude, c'était la volonté de disposer de cartographies communales, cartographies qui ont été à la suite transmises à chaque commune, aux EPCI concernés, de manière à avoir vraiment une vision complète des zones humides à l'échelle des communes. Nous avions également, dans le cahier des charges, souhaité disposer d'une cartographie des zones humides détruites pour pouvoir alimenter d'éventuels projets de compensation notamment, et en tout cas cibler aussi une action de restauration des zones humides. Nous avions également demandé, et vous avez 2 images là sur la diapositive, des guides de caractérisation des habitats, puisque nous n'avons pas seulement fait un simple inventaire des zones humides, nous avions demandé à caractériser les habitats avec un principe d'atlas. Donc sur la photo la plus à droite, vous avez une représentation donc avec des mégaforbiers et puis la représentation voilà, à l'échelle du territoire. Et puis enfin, nous avions demandé une stratégie de préservation à 2 entrées. Une stratégie basée sur une première entrée conservation, où là on a considéré les enjeux les plus forts, hydrologiques, écologiques, pour pouvoir mener une action d'acquisition et de préservation. Et puis une autre entrée, restauration, sur les zones humides les plus dégradées, où il nous semblait urgent d'agir. Donc tout ceci s'est traduit par des cartographies. Donc là, vous avez un exemple de la stratégie avec l'entrée conservation. Donc, bon, vous avez la légende sur la droite avec donc 4 niveaux, niveau faible, modéré, fort et très fort. Ce qui nous permet, voilà, aujourd'hui, maintenant que l'inventaire est terminé, d'orienter notre stratégie foncière et de prioriser les acquisitions. Et autre exemple de rendu, ben voilà une cartographie sur un où vous retrouvez les zones humides effectives, les zones humides et les zones humides détruites. Alors peut-être juste, j'en profite pour faire part d'une difficulté sur ce type d'étude. Quand sur un territoire aussi vaste, il est difficile en fait de bien calibrer l'offre. Donc à la fin, il a fallu qu'on trouve un compromis finalement avec le bureau d'études sur la limitation du terrain, et donc nous avons convenu d'avoir des cartographies à la fin avec à la fois des zones potentielles humides et des zones effectives. Donc toutes les zones humides potentielles n'ont pas été prospectées sur le terrain. Mais ce qui nous a néanmoins permis quand même, nous l'avions vu à l'époque avec les différents services instructeurs, toutes ces cartographies, même sur les zones humides potentielles, ont été intégrées dans les documents d'urbanisme. Donc le travail de protection a été fait pour l'essentiel. Et maintenant, Raymond Rodriguez, vice-président, va pouvoir vous donner ses impressions et conclure sur cette présentation. Le micro est coupé, Raymond.
Alors en haut à droite, il doit y avoir un... Non, ça ne fonctionne pas? Ah, bon, bah, je vous propose de conclure alors. On est en train de regarder si effectivement c'est de notre côté. Ah, mais ça venait de s'ouvrir là, je crois. Ça serait dommage que pour la logistique, on puisse pas. Parce qu'on vous a, Ça n'a pas l'air on de vous a fonctionner. donné les mêmes droits que les autres présentateurs. Bah, écoutez, je suis désolé, on regarde si on peut vous passer la parole. Sinon, peut-être Sébastien pour faire la conclusion. On regarde en même temps hein, si on peut vous activer le micro, désolé. Bon, ben, désolé Raymond, donc je vais donner mes impressions moi, sur cette démarche. Ça a marché un moment. Je crois que c'est lui, non? Je l'ai été signé. Ouais. Non, toujours pas. Non, non, désolé, on a essayé une autre solution, ça n'a pas marché. Ah, c'est bon. Du coup, bah, pour conclure, alors moi, ça va être mon avis hein, de directeur, mais je trouve que la démarche a été bien reçue globalement par les élus. Euh, Tous ont joué le jeu et ont à la suite intégré ces cartographies dans les documents d'urbanisme. Donc nous avons pu à la fois sur les SCOT intégrer donc, ces cartographies. C'est le cas aussi du PLUI qui est mené par la communauté de communes de Blaye. Et puis à l'échelle des PLU, pour la majeure partie, ces cartographies ont été intégrées. Donc il y a vraiment un retour plutôt positif. Et on a eu finalement assez peu de remarques négatives. Alors il faut dire qu'on a aussi engagé un gros travail de concertation et de communication sur la démarche avec des réunions publiques. Donc il était important d'associer tous les acteurs. Et puis nous avons, à travers ces réunions publiques aussi, pu avoir l'aide de particuliers, de gens intéressés par la démarche, qui nous ont aidés aussi à délimiter les zones et vérifier que les inventaires menés par le bureau d'études étaient cohérents. Donc tout ceci était un travail relativement long, conséquent, coûteux aussi, hein, puisque cette étude nous a coûté 309 000 € hors taxe. Mais bon, à l'échelle de la réalisation de ronds-points, par exemple, ça me semble être ridicule en comparaison. Et puis, ça nous a permis d'avoir voilà, un document stratégique sur l'intégralité du territoire. Et pour précision, pour les structures qui souhaiteraient s'engager dans cette démarche, vous avez l'Agence de l'eau donc, qui finance assez largement cette démarche. Nous avions bénéficié, nous, de 80% de financement sur le hors-taxe. Et puis sur les aspects techniques, vous avez des structures comme le Forum des marées atlantiques qui peut accompagner à la rédaction du cahier des charges pour voilà, préciser les choses sur un sujet qui reste quand même assez complexe. Merci beaucoup. Monsieur Rodriguez, de notre côté, on a bien les droits, donc je ne sais pas si vous voulez dire à moi la possibilité d'activer votre micro, sinon je suis désolé hein, si vous ne pouviez pas intervenir. Non, je crois que bon, on aura essayé. Écoutez, merci à tous et merci aux intervenants de votre participation et présentation. On voit bien que sur ce sujet des zones humides qui est loin d'être anecdotique, et on a vraiment des enjeux à la fois de connaissances, de capitalisation et puis de mise à disposition de ces connaissances
Et je trouve que voilà, l'exemple du syndicat du Mouron est très intéressant en ce sens que ça montre que les zones humides, au-delà d'une contrainte pour le développement du territoire et l'aménagement, ça montre que c'est des solutions fondées sur la nature et qui peuvent amener à éviter des coûts, qui peuvent amener à éviter des coûts à la fois d'aménagement et d'entretien. Voilà, pour pas vous retenir plus longtemps, je vous donne rendez-vous le 16 mai matin pour le 7e et dernier vendredi de l'eau de cette série qui sera dédié à la question de la qualité des eaux. Si vous aviez questions, demande de précision, demande d'information, n'hésitez pas à solliciter Benjamin qui pourra faire le relais vers les différents intervenants. Et donc, tout sera mis à disposition sur la page du site des Vendredis de l'eau, notamment le replay et les présentations. Merci à tous. Bonjour à tous. Le travail sur les zones humides et la prise en compte des zones humides dans les documents d'urbanisme et dans les projets d'aménagement au sens plus large du terme est quelque chose de nouveau dans la tête des élus. Culturellement, les zones humides sont des zones qui sont dévalorisées, qu'il faut assainir, qu'il faut assécher pour pouvoir s'en débarrasser, comme en général toujours les problèmes de l'eau. Les problèmes de l'eau, il faut qu'elle parte en aval le plus vite possible sans qu'elle soit retenue au niveau des sols. Évidemment, la prise en compte du rôle environnemental des zones humides est quelque chose d'un peu nouveau et surtout nouveau dans la tête des élus qui doivent faire et ont dû faire un saut, je dirais presque un saut culturel dans leur représentation de ce que sont les zones humides et dans la nécessité de les préserver. C'est pour ça que quand on travaille sur le développement, sur des cartographies de zones humides, sur la prise en compte de ces zones humides, il est nécessaire d'associer dès le travail d'élaboration par les bureaux d'études ou des syndicats de bassins versants, il est nécessaire dès le départ d'associer les élus à cette démarche de manière à ce qu'ils comprennent bien quel est le but de l'opération. Il ne s'agit pas simplement d'ennuyer, d'embêter les élus en rajoutant encore des zones où la constructibilité sera limitée, où les équipements devront tenir compte encore de nouvelles contraintes et voire de nouvelles réglementations. Il s'agit bien qu'ils comprennent quel est le rôle exact de la démarche et quelle est son ambition. Au-delà des élus, on peut associer aussi les associations, notamment les associations environnementales, qui souvent, elles, sont très favorables à ce genre de choses, mais on peut imaginer divers types d'associations, de manière aussi à ce que tout le monde soit bien au courant de tout ça. Ce qu'on a essayé de faire, et ce que le bureau d'études avec le syndicat du Mouron a réalisé, c'est qu'on a aussi, dans une certaine mesure et dans la mesure du possible, associé la population. Parce que dans la phase d'inventaire en fait, des zones humides potentielles, eh bien, reste aussi la mémoire locale, qui doit être associée aussi à la recherche et la mise en place de ces zones humides. Alors, tout ça, il ne faut pas le prendre comme des difficultés, il ne faut pas le prendre comme des écueils, il ne faut pas le prendre comme le fait que la démarche va être mal prise, ce n'est pas du tout le cas. À partir du moment où on s'explique, en tout cas nous, c'est ce qui est arrivé chez nous, à partir du moment où la démarche, où il y a l'effort pédagogique, je dirais, d'expliquer la démarche, eh bien, cette attitude des élus et de la population d'une manière générale peut évoluer assez facilement et assez rapidement, de manière à ce qu'on puisse faire un véritable travail de prospection sur le terrain. Et finalement, on a été très peu gêné par des refus d'accéder à certains terrains pour pouvoir faire les investigations, que ce soit au niveau floristique ou au niveau pédologique, pour vérifier les zones humides dans notre territoire. Il y a eu quelques problèmes ici ou là, mais ça, c'était, j'allais dire, c'est des épiphénomènes. C'est pas simple, ça n'a pas été du tout une attitude générale des différents intervenants.
Autre chose qui a été chez nous un petit peu un coup de chance dans l'élaboration de la cartographie de ces zones humides, c'est que parallèlement à cette étude, eh bien, au niveau de la communauté de communes, on mettait en place notre plan local d'urbanisme intercommunal, notre PLUI, et donc on était dans la même phase même si le travail sur l'investigation des zones humides a pris 4 ans, mais on est chronologiquement dans le temps d'un PLUI. Et donc, en fait, ces travaux ont été faits un peu en parallèle, ce qui a permis d'intégrer dès l'élaboration de ce PLUI, qui n'est pas encore d'ailleurs approuvé, hein, qui a été arrêté par le conseil communautaire et qui est maintenant, on va démarrer très prochainement l'enquête publique, donc on est vraiment dans la phase d'élaboration. Eh bien, on a pu intégrer dès l'origine, hein, dès le document de base, toutes les données sur les zones humides qu'on a pu recueillir au cours du travail du syndicat du Moron sur cet inventaire. Ça a pu créer ici ou là, évidemment, après des interrogations, hein, sur ce travail, mais c'est quelque chose d'important. Autre effet important aussi, la prise en compte de ces zones humides, toute une démarche qui a été engagée, on n'est pas les seuls à le faire, hein, mais toute une démarche qui a été engagée par le syndicat pour avoir une maîtrise foncière, pour acquérir petit à petit une maîtrise foncière sur les zones humides, de manière à pouvoir les protéger à long terme et pouvoir en faire en sorte qu'elles soient pérennisées pour assurer effectivement leur rôle, leur fonction biologique sur l'environnement. Voilà, tout ça pour dire que ça peut paraître au départ, on peut être un peu inquiet pour lancer ce genre d'études, d'inventaire des zones humides, mais en fait, dans la pratique, en tout cas, on est très bien compris, à condition qu'on fasse la démarche, évidemment, mais on est très bien compris des uns et des autres, que ce soit des élus, des associations ou de la population, sur le résultat de ce travail. Et contraire, même vis-à-vis de la population, il y a eu, j'ai vu des remarques de gens qui étaient très, très contents, presque heureux de venir apporter leur pierre à l'élaboration de cette cartographie, parce qu'ils savaient qu'à tel endroit, il y avait un fossé qui avait été comblé, mais avant, ils avaient vu qu'il y avait de l'eau qui coulait là. Enfin, ils racontaient un petit peu leurs petites histoires, mais c'est très important, ce bagage culturel, hein, sur ces milieux-là, parce que, évidemment, on ne l'a pas forcément quand on est élu. Certains élus peuvent l'avoir, hein, mais en tout cas, on ne l'a pas forcément quand on est élu. Voilà. Voilà 2-3 mots que je pouvais dire par rapport à cette question dans le cadre de votre webinaire.